Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue, dans cette rencontre, qui a été organisée par Cité Philo dans le cadre du thème que nous avons choisi cette année en 2020, transmettre, éduquer, instituer. C'est une rencontre qui devait se tenir, à la médiathèque de Saint-Maurice-Pelvoisin, à Lille, et qui se tiendra en visioconférence, du fait, du confinement, et je remercie très chaleureusement Philippe Forêt et Jean-Claude Poisat d'avoir, accepté de tenir cette rencontre par visioconférence, qui fait que les, auditeurs pourront, vous entendre sur le site de Cité Philo. Le titre de cette rencontre, c'est Hannah Arendt: «Crise de l'autorité, crise de la transmission». Je vais, commencer avant de donner la parole à Philippe Forêt et à Jean-Claude Poisat, commencer par les présenter, l'un et l'autre, et je leur donnerai la parole au fur et à mesure que, cet entretien, sera scandé par des questions, ce qui formera 4 temps dans cette rencontre. Philippe Forêt, vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation. Vous êtes doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Vous avez notamment publié La laïcité aux presses universitaires de Saint-Étienne en 2020. Vous avez publié Le métier d'enseigner aux presses universitaires de Nancy en 2017 et Hannah Arendt, L'éducation et la question du monde aux presses universitaires de Caen en 2001. Jean-Claude Poisat, vous êtes agrégé de philosophie, docteur en philosophie, professeur de philosophie. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de la revue Le Philosophoire, et vous avez notamment publié Apprendre à philosopher avec la philosophie juive aux éditions Ellipse en 2019 et Hannah Arendt, une introduction aux éditions Pocket en 2013. Dans un premier temps, et ce sera la première question, vous allez, nous dire qui est Hannah Arendt et comment, l'ouvrage intitulé La crise de la culture, se situe dans son œuvre, de j'allais dire de philosophe. C'est peut-être pas un terme qu'elle apprécierait. Jean-Claude Poisat, je vous donne la parole, pour nous présenter Hannah Arendt. Bonjour à tous, donc merci de cette invitation. Donc je vous remercie de me donner la parole. Présenter Hannah Arendt, bon, alors en quelques mots, je rappellerai quelques faits qui sont, je pense, assez bien connus. Hannah Arendt, effectivement, on peut dire que c'est une philosophe quand même si elle s'en est défendue et si elle a eu quelques bisbis, si je puis dire, démêlés peut-être avec la corporation des philosophes. Elle est née en 1906 et est morte en 1975, donc elle est née en Allemagne, à Hanovre, et elle est décédée à New York, aux États-Unis. Et elle a eu une vie, disons, assez tumultueuse, qui est étroitement liée en réalité aux grands événements sociaux et politiques du XXe siècle. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale, le phénomène totalitaire, ça va de soi, mais aussi l'après-guerre et notamment ce qu'on a appelé la guerre froide. Donc, elle a quitté l'Allemagne en 1933. Elle a transité, si je puis dire, par la France. Elle est restée quelques années en France, et puis ensuite, elle s'est enfuie, elle a quitté l'Europe pour le Nouveau Monde, donc l'Amérique, et elle s'est installée, enfin, elle est arrivée en Amérique, aux États-Unis en 1941. Elle a acquis la nationalité américaine en 1951. Et elle a fait l'essentiel de sa carrière professionnelle donc aux États-Unis en tant que professeur dans l'enseignement supérieur. Enfin, elle a fait une carrière universitaire. Elle a aussi fait une carrière d'intellectuelle, ce qu'on appellerait intellectuel public. Bon, elle a publié un certain nombre d'ouvrages, mais elle a aussi pris des positions publiques, elle a publié des articles, elle a participé à de nombreux débats, y compris des polémiques. Donc, elle s'est fait connaître au-delà aussi du cercle académique. Elle est devenue une intellectuelle disons, de premier plan, avec une réputation internationale, en fait.
Donc voilà ce que je peux dire. Alors, elle a évidemment publié un certain nombre d'ouvrages qui sont assez bien connus du grand public, qui ont reçu un assez grand succès public. Le premier, le plus important, s'appelle Les origines du totalitarisme, publié en 1951. Alors, dans une moindre mesure, je pense, l'ouvrage qui s'appelle The Human Condition en anglais, qui a été traduit par la condition de l'homme moderne en 1900, a été publié pardon, en 1958. Cet ouvrage peut-être est moins connu du grand public. Il est entre guillemets un petit peu plus technique, un peu plus philosophique justement. Et puis, donc dans les années, alors à la fin des années 50, donc en 1958, elle a publié, enfin, en fait, elle a publié une série d'articles qui se sont étalés sur une dizaine d'années, de 1954 à 1964, et qui ont donné le recueil qui s'appelle la crise de la culture, donc les Between Past and Future en anglais. Pardon. Et enfin, donc à partir dans les années 60, elle publie un ouvrage qui a fait date, qui s'appelle Eichmann, Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, qui est en fait le compte-rendu et une réflexion à partir du compte-rendu du procès Eichmann qui s'est déroulé à Jérusalem en 1961. Et cet ouvrage a fait aussi beaucoup de bruit pour toutes ces raisons sur lesquelles je vais pas revenir maintenant, mais disons que ça a contribué à poser Hannah Arendt dans le débat public, et pas seulement américain, mais international, et à l'intégrer aussi un peu à son corps défendant dans des débats qui ont été assez violents et assez polémiques aussi, il faut le dire. Voilà. Donc Hannah Arendt est une personnalité, on pourrait dire, assez je dirais, assez controversée en réalité, pas très consensuel. C'est quelqu'un qui, à mon avis, avait un certain goût aussi du débat et de la polémique, qui avait même le goût aussi peut-être du paradoxe, voire de la provocation parfois. Et donc, c'est ce qui fait qu'elle occupe une position un petit peu à part dans le champ intellectuel, parce qu'effectivement, tout en ayant une carrière académique, elle s'est posée aussi comme intellectuelle publique qui a pris des positions très marquées, très contrastées sur des sujets d'ailleurs souvent très délicats, très complexes. Euh, et donc, c'est un intellectuel, je dirais, qui a une image assez ambivalente. Et la réception d'Hannah Arendt en France est aussi une histoire assez complexe. Hannah Arendt a été lue assez tardivement en France. Les premiers ouvrages ont été traduits dans les années 70. D'ailleurs, c'est Raymond Aron qui avait contribué à faire connaître ses premiers ouvrages en France. Et puis, progressivement, elle a été lue à partir des années 80, je dirais. Et aujourd'hui, elle est devenue une intellectuelle que les Français connaissent assez bien. Merci, Andrea, c'est un merci. parcours assez rapide. Mais merci, je pense que c'était très utile et rien ne vous empêche, l'un et l'autre d'ailleurs, de revenir, au fur et à mesure des questions sur lesquelles vous allez débattre, de revenir sur ce parcours. Philippe Forêt, pourriez-vous revenir sur, les liens entre 2 ouvrages, qui ont été cités par Jean-Claude Poisat, Les origines du totalitarisme et ce livre, qui, en français s'intitule Les origines de l'homme moderne et sur la crise de la culture et ces 8 articles dont vous allez parler plus précisément maintenant. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Donc, quelques remarques sur les liens entre l'ouvrage de 1951, donc les origines du totalitarisme, et la suite de son travail, en particulier donc le livre Conditions de l'homme moderne. On a régulièrement fait la remarque justement que les liens n'étaient pas évidents du tout. En fait, en 1951, on a affaire à l'analyse du totalitarisme, un traité de pensée politique, et l'ouvrage de 1958, La condition de l'homme moderne, se présente de façon assez différente, comme plutôt une recherche qui relèverait de ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie philosophique, avec une dimension historique assez forte. Et les articles qui composent la crise de la culture sont parus aussi à cette période. Donc, le lien n'est pas évident en apparence. Dans la préface qu'il a donnée à la traduction française de Conditions de l'homme moderne, Paul Ricoeur propose un lien qui me semble assez convaincant.
il dit que le livre de 1958, donc La condition de l'homme moderne, c'est le livre de la résistance et de la reconstruction. Je me permets de signaler une remarque qui, si je ne me trompe pas, est à la fin de l'ouvrage sur les origines du totalitarisme. Hannah Arendt écrit en conclusion que, à partir du moment où il y a eu des régimes totalitaires, comme ceux du XXe siècle, la menace du totalitarisme devient une possibilité permanente dans l'histoire des sociétés humaines. Et donc, il est nécessaire à la fois de réfléchir sur les conditions de possibilité des régimes totalitaires, mais aussi de réfléchir en termes de résistance et de reconstruction, autrement dit, de se demander à quelles conditions un monde non totalitaire est-il possible. Et donc, même si, en apparence, l'ouvrage de 58, La condition de l'homme moderne, s'éloigne du problème du totalitarisme, en réalité, ça n'est pas le cas. Hannah Arendt cherche en 1958 à mettre en évidence les traits les plus consistants, non pas de la nature humaine, elle prend bien soin de faire cette précision, mais de la condition humaine. Qu'est-ce qui, dans la structure constitutive de la condition humaine, peut faire obstacle au régime totalitaire et qu'est-ce qui, dans son évolution historique aussi, peut les favoriser. Voilà, le lien tel que je le résumerai rapidement. Alors maintenant, les 8 exercices de pensée politique qui composent la crise de la culture. Ils sont écrits dans cette période. Le premier date de 1954, le second le dernier date de 1964. Ils ont évidemment directement à voir avec la question de la condition de l'homme moderne et on en parlera en particulier à propos de l'éducation. Cet article, notamment, relève de ce qu'on pourrait appeler un exercice de pensée appliquée ou de philosophie appliquée, dans lequel Hannah Arendt nous dit qu'elle s'efforce d'appliquer à des problèmes qui composent l'actualité de son temps, les réflexions politiques qu'elle a développées dans l'ensemble de son travail après 1951, donc qui conduisent à la condition de l'homme moderne, et puis qui conduisent aussi à la rédaction des articles, des premiers articles de la crise de la culture, l'article sur l'autorité, l'article sur la liberté, sur la tradition et l'âge moderne, etc. Pour finir, l'éducation, dont il est question dans l'article, fait partie aussi de ce programme de résistance et de reconstruction, même si, comme on aura sans doute l'occasion de le redire, Arendt écrit explicitement que l'éducation ne peut jouer aucun rôle en politique. Ça ne change rien au fait que si on la conçoit telle qu'il le faut, l'éducation peut faire partie de ce qui l'éducation fait partie de ce qui peut faire obstacle au totalitarisme. Elle est une condition parmi d'autres qui peut faire obstacle au totalitarisme et qui donc relève en ce sens du programme de la résistance. Merci et on va donc avec vous de rentrer dans la lecture, enfin une partie de la lecture de ce livre, La crise de la culture, et notamment ce qu'il est dit de l'autorité et de l'éducation. Mais en complément de cette introduction à propos d'Hannah Arendt, je signale que la médiathèque de Saint-Maurice Pelvoisin avait prévu de diffuser au même moment que votre rencontre, le film biographique qui a été réalisé en 2012-2013 par Margaret von Trotta et que je recommande à ceux qui voudraient, en plus de cet entretien, mieux connaître Hannah Arendt. Alors on va rentrer dans ces textes.
par le tout début, une des premières phrases de l'introduction, du livre, introduction qui est intitulée par Hannah Arendt «La brèche entre le passé et le futur» et qui commence par une citation de René Char qui est très très célèbre et qui parlait, lui, plutôt de la résistance, c'est-à-dire d'un état dans lequel on entre, sans mode d'emploi, si j'ose dire et cette phrase de René Char, c'est: «Notre héritage n'est précédé d'aucun testament». Et donc la question que je vous pose, c'est pourquoi cette référence à René Char? De quels trésors perdus sont privés les hommes du XXe siècle, y compris ceux qui se sont, éprouvés à se confronter à l'action, politique qu'est la résistance, comme René Char? Et que veut dire Arendt par perte de la tradition? Et je vous donne la parole, Jean-Claude Coisat, pour, travailler sur cette question. Alors écoutez, là, vous abordez directement des très vastes enjeux, je dirais. Je voudrais peut-être rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Je suis évidemment d'accord avec ce qu'a dit Philippe Forêt. Je voudrais insister et souligner encore davantage ce qu'il a dit, c'est-à-dire, je pense effectivement que les textes, notamment les textes, par exemple, de la crise de la culture, qui sont, comme il a dit, effectivement, des exercices de philosophie appliquée, en quelque sorte, ne sont pas, si vous voulez, ne sont pas, à mon sens, des textes de circonstance. Enfin, il y a en partie. Hein. Hannah Arendt a souvent écrit, en tout cas, évidemment, elle a écrit de nombreux articles en réaction à des événements ou elle a écrit des recensions. Donc, elle réagit souvent, effectivement, à des prises de position ou à des déclarations qu'elle a pu lire, etc. Mais en même temps, sa réflexion ne se borne pas, je dirais, à une réaction sur le moment ni à des écrits de circonstances, mais s'inscrit, me semble-t-il, dans une cohérence d'ensemble de sa pensée qui fait que Hannah Arendt, à mon sens, en tout cas c'est ce qui la rend intéressante pour moi, est d'une certaine manière et malgré tout une philosophe, si vous voulez. Donc et non pas, je dirais, une commentatrice de l'actualité, ni ou une journaliste, ou simplement, ou même une intellectuelle au sens un petit peu large du terme. Je pense qu'il y a une dimension philosophique dans son œuvre. Il y a un certain nombre d'éléments qui plaident en faveur de cette thèse, et personnellement, je tiens à cette thèse. Euh, Étant moi-même philosophe, je me suis intéressé à Hannah Arendt du point de vue de la philosophie, si vous voulez. Alors, donc, pour revenir à votre question, effectivement, je pense que la question de la tradition est une question évidemment fondamentale dans la pensée d'Arendt. Et ça touche en réalité à des questions profondément philosophiques, hein, le rapport au passé, la continuité historique, la pensée du présent, enfin la réflexion sur ce que nous sommes aujourd'hui, sur la modernité occidentale, européenne. Toutes ces questions, si vous voulez, s'insèrent dans une réflexion philosophique globale qui a des ramifications, des racines très profondes dans la tradition philosophique. Donc Hannah Arendt remonte très loin, elle s'appuie sur les grands auteurs, elle remonte jusqu'à Platon, elle remonte jusqu'aux penseurs grecs de l'Antiquité. Donc, si vous voulez, la réflexion d'Arendt est une réflexion de très grande ampleur et de très grande amplitude, de très grande ambition, je dirais. Voilà. Alors, bon, donc il y aurait énormément de choses à dire. Et évidemment, je peux pas explorer tous les aspects de la réflexion d'Arendt maintenant, mais je dirais peut-être simplement que Hannah Arendt fait le constat, effectivement, elle n'est pas la seule, et il y a des contemporains qui ont fait ce même constat. D'ailleurs, un de ses contemporains, qui est aussi un ami très proche d'Hannah Arendt, qui s'appelle Walter Benjamin, fait un constat très similaire, et Hannah Arendt s'inspire d'ailleurs en grande partie aussi des publications et des travaux et des réflexions de son ami Benjamin. Donc, ce constat de la rupture de la tradition. Bon, mais cette rupture de la tradition, elle a de multiples... Je dirais, elle a de multiples significations. Il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est pour ça que je dis que c'est une question vraiment très, très complexe, parce qu'on peut lire cette rupture de la tradition à différents niveaux. Par exemple, au niveau biographique et personnel. Par exemple, Hannah Arendt, on parlait tout à l'heure de la biographie d'Hannah Arendt. Hannah Arendt est une juive allemande qui a donc dû quitter l'Allemagne en 1933, évidemment, après la prise de pouvoir des nazis. Donc, si vous voulez, elle a elle-même un rapport assez compliqué à la fois à la tradition culturelle, intellectuelle allemande, et aussi à la tradition intellectuelle, culturelle et même religieuse juive. Globalement, à la tradition, on peut dire, culturelle
européenne. Donc, si vous voulez, il y a de multiples fractures de la tradition qui sont des fractures, je dirais, biographiques et autobiographiques déjà. Et puis, on pourrait dire tout intellectuel réfléchit d'une certaine façon toujours un petit peu à partir d'un point de vue situé et certainement autobiographique, mais à partir de là, elle va évidemment étendre sa réflexion à une philosophie plus générale de la modernité, de la philosophie occidentale et de la question de savoir où nous en sommes aujourd'hui. Et évidemment, dans ces fractures, il y a aussi le totalitarisme qui marque pour elle l'apogée, je dirais, de toute une série de fractures, de césures qui ont rythmé ou scandé l'histoire occidentale moderne et qui aboutissent à une catastrophe finale qui nous oblige à repenser de fond en comble justement notre rapport au passé. Voilà. Et donc, la réflexion sur l'éducation s'inscrit dans ce cadre très général. Alors, je ne veux pas être trop long, encore une fois, il y aurait énormément de choses à dire. Mais il me semble que la position d'Arendt par rapport à cette question, je reviens sur cette expression de l'exercice de pensée, c'est-à-dire la position d'Arendt, et elle insiste beaucoup là-dessus, elle le dit dans la préface, elle le dit aussi dans l'article sur la crise de l'éducation, c'est que la crise, donc c'est-à-dire cette situation de rupture dans laquelle nous sommes, a, si vous voulez, évidemment une dimension négative, si vous voulez, désespérée d'une certaine façon, c'est une catastrophe, mais en même temps, il y a là quelque chose il y a paradoxalement dans la crise aussi un espoir, c'est que la crise révèle aussi un certain nombre de, justement, en révélant des fractures, elle nous oblige à repenser notre rapport au passé et à la tradition, et donc à le réinventer, et donc d'une certaine manière, la crise nous donne aussi une occasion unique de, si je puis dire, de repartir ou de nous relancer. Donc si vous voulez, c'est très ambivalent. Et je dirais, la pensée d'Arendt se situe, vous avez parlé de la brèche tout à l'heure, on est effectivement dans une brèche, elle utilise elle-même cette expression, penser dans la brèche. La rupture nous donne l'occasion de penser, et de penser à neuf, c'est-à-dire de penser sans s'inscrire justement dans des rails ou dans des chemins déjà battus, ou dans le carcan d'une certaine tradition intellectuelle qu'il faudrait poursuivre et continuer sans la questionner. Donc, voilà, donc cette question est extrêmement ambivalente. Et je dirais, Hannah Arendt, je vais terminer là-dessus, si vous voulez. Hannah Arendt, me semble-t-il, se place se place et nous place nous-mêmes, ses lecteurs, dans ce que j'appellerais un double bind, c'est-à-dire une sorte de double impossibilité. Et il me semble que on ne peut pas ne pas se poser la question de la tradition, du passé, de savoir quel rapport nous avons avec le passé. Et en même temps, on ne peut pas se contenter de poursuivre la tradition et de continuer le passé comme si justement rien ne s'était passé entre-temps, et s'il n'y avait pas eu des événements qui avaient justement obscurci ce passé, qui nous avaient malheureusement fait rompre avec lui de manière très brutale. Et je terminerai juste par une petite citation qui formule ce double bind, ce que j'appelle cette double impossibilité. C'est un petit paragraphe de la crise de l'éducation. Hannah Arendt écrit la chose suivante, et ça nous ramène au thème de l'éducation. Dans le monde moderne, le problème de l'éducation tient au fait que par sa nature même, l'éducation ne peut faire fi de l'autorité ni de la tradition, et qu'elle doit cependant s'exercer dans un monde qui n'est pas structuré par l'autorité ni retenu par la tradition. Voilà. Donc, si vous voulez, on n'a plus de rapport avec l'autorité, avec la tradition, et en même temps, on ne peut pas ne pas avoir un rapport avec l'autorité et la tradition. Il y a un auteur qui exprime aussi ce double bind d'une façon assez très remarquable en littérature, et c'est un auteur qu'Hannah Arendt cite aussi souvent et qu'elle commande beaucoup, c'est Franz Kafka. Ce rapport impossible avec la tradition. Et nous ne pouvons pas ne pas nous poser la question de la tradition, mais nous ne pouvons pas non plus nous contenter de faire vivre la tradition comme si elle continuait, comme si elle se poursuivait, comme si elle poursuivait son chemin, je dirais, comme un fleuve tranquille. Voilà, je m'arrêterai là. Merci, c'est une transition qui est assez logique avec la phase suivante de votre entretien, mais on voit bien que c'est une vision assez tragique de la philosophie ou de l'exercice de la pensée. Votre citation me renvoie à une des dernières phrases de la préface écrite par Hannah Arendt, où elle dit que cet exercice de pensée consiste à se mouvoir dans cette brèche
de la rupture, la seule région peut-être où la vérité pourra apparaître un jour, tout en disant que cette brèche se referme très vite et qu'il est quasiment impossible de la maintenir ouverte. Mais vous y reviendrez sans doute. Heu, la crise de l'éducation, je pose cette question en pensant et je le dis pour ceux qui nous écoutent, aussi à l'entretien que Adèle Van Rett a eu dans le cadre de notre partenariat avec France Culture, avec Joël Zask, au sujet de John Dewey, qu'on a souvent, hem, opposé, à Hannah Arendt au sujet de la tradition, au sujet de la conception de l'éducation, et de la transmission. Et c'est une question que je vous pose, Philippe, Forêt. Si, comme Jean-Claude Poisat vient de le rappeler à partir des textes d'Hannah Arendt, si nous avons perdu le fil de la tradition, comment transmettre? Sans valeurs transcendantes, dont nous avons, hérité, comment fonder la transmission? Et peut-on dire, c'est une hypothèse, que la narration historique joue le rôle de la tradition perdue? En quels termes Hannah Arendt pose-t-elle la question? Alors, on a beaucoup dit, je le disais à propos de Dewey, que, ces textes forment une critique du manque d'autorité des pédagogues modernes, notamment de ce qu'elle observait aux États-Unis, au début des années 50. Et on a beaucoup dit, qu'il y avait une opposition, donc je le citais, entre une façon démocratique d'éduquer ou une façon d'éduquer à la démocratie et une façon, je pense que c'est une erreur, enfin que c'est une, caricature, conservatrice qui, relèverait des textes d'Arendt. Que pouvez-vous nous dire, Philippe Forêt, d'abord de la pensée d'Hannah Arendt sur la crise de l'éducation? Micro. Vous avez coupé votre micro. Oui. Voilà, c'est bon, c'est bon. Il y a différents éléments que... Excusez-moi, ça ne marche pas. Voilà. Non, non, c'est bon. Différents éléments pour répondre à votre question. Que je souhaiterais signaler successivement. Un premier élément est directement relié à ce que vient de dire Jean-Claude Poisat, c'est-à-dire que la crise de l'éducation se situe dans une longue durée historique et est le résultat, le dernier résultat en quelque sorte, d'une évolution historique longue. Et je pense que cet élément est très important parce que c'est ça qui importe principalement à Hannah Arendt. Mais deuxième élément, il y a des éléments de contexte aussi, ou des éléments conjoncturels. Et le fait est que ça correspond d'ailleurs à une caractéristique de certains articles de Hannah Arendt. Je suis tout à fait d'accord pour dire avec Jean-Claude Poisat que ce ne sont pas du tout des écrits de circonstances, et en même temps, ce sont des événements qui les font penser, qui la font penser, et qui déclenchent le travail de la pensée. Hannah Arendt est aussi quelqu'un qui donne une grande importance à l'événement. Et là, on est dans un contexte, aux États-Unis, dans les années 50, de discussion publique sur l'éducation et sur l'école. Et c'est ce contexte qui va lui donner l'occasion de prendre position et, d'écrire, non seulement un d'ailleurs, c'est peut-être utile de le préciser, mais deux articles sur l'éducation, la crise de l'éducation d'une part, qui est précédé un an avant par un autre article qui s'appelle Les réflexions sur Little Rock, où il est aussi question de l'éducation. Alors le débat public aux États-Unis, c'est pourquoi le petit John ne sait pas lire, hein, Why the little John cannot read. Bref, c'est un débat public qui insiste sur la question de la baisse de niveau des élèves dans les écoles américaines. Alors, on pourrait certes opposer deux camps dans ce débat public.
C'est possible, mais en même temps, je souhaite signaler qu'à mon avis, c'est insuffisant. Alors, c'est possible parce que, comme vous l'avez dit, il y a d'un côté ceux qui, comme John Dewey, qui dans les années 50 est un peu devenu le pédagogue officiel aux États-Unis, ont depuis longtemps accusé les méthodes traditionnelles, les méthodes autoritaires, mécaniques, source d'ennui, de démotivation, d'échecs scolaires, etc. Et d'un autre côté, il y a ceux qui, en réaction au premier, et depuis moins longtemps, accusent au contraire les méthodes modernes qui supprimeraient, je parle au conditionnel, la transmission et qui conduiraient à une baisse du niveau scolaire. Ça, c'est le contexte. Hannah Arendt ne renvoie pas les deux camps dos à dos. Elle se situe clairement du côté de ceux qui critiquent les idées modernes. Alors, moi, je voudrais dire quand même que, à mon avis, cette première représentation est très insuffisante. Pourquoi? Je la crois caricaturale. Caricaturale parce que elle est largement idéologique. Idéologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle est le fait de personnes qui ne prennent pas tellement la peine de se renseigner sur la réalité de l'enseignement. Et donc, cette discussion publique ne porte pas vraiment, à mon avis, sur ce que font les enseignants eux-mêmes. Arendt a d'ailleurs l'honnêteté de le reconnaître elle-même, ce qui est apporté à son crédit. Sa critique des idées pédagogiques, écrit-elle, pêche par son exagération évidente. Et le fait est que je ne crois pas qu'elle ait vraiment pris la peine de se documenter. Apparemment, elle s'est contentée de lire quelques essais qui allaient dans le même sens qu'elle, ce qui relativise beaucoup, à mon avis, l'intérêt de l'exposé critique qu'on va trouver des idées modernes sur l'éducation et qui est dans la deuxième partie de l'article. Par contre, par rapport à la transmission, là, je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important qui doit être mis en évidence. Personnellement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la distinction qu'elle propose entre, d'une part, les questions pédagogiques et d'autre part, les questions politiques. Et cette distinction suggère ce que j'appellerais un dédoublement de la question de la transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les discussions pédagogiques qui forment le contexte que je viens de rappeler très brièvement, ces discussions portent sur la valeur de ce qu'on pourrait appeler les méthodes transmissives ou les méthodes non transmissives. Et sur ces questions pédagogiques, Hannah Arendt se déclare incompétente. Elle écrit que ce sont des questions de spécialistes qui doivent être laissées aux spécialistes. Mais ce qui l'intéresse, elle, c'est l'éducation comme relation intergénérationnelle. C'est-à-dire comme relation entre un adulte et des enfants, comme relation entre un enseignant et des élèves. Relation qui, quelle que soit la pédagogie, est pour elle une relation de transmission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire transmission ici? Je voudrais introduire un terme sur lequel je vais revenir par la suite. Ça veut dire que l'éducation, pour une part essentielle, c'est l'apprentissage du monde humain. Qu'elle consiste, pour les nouvelles générations, à acquérir les connaissances qui vont leur permettre de comprendre le monde dans lequel ils vont devoir prendre place plus tard. Et cet apprentissage est pour l'essentiel pris en charge par l'école. Alors, qu'est-ce que c'est que veut dire ce terme de monde? Bon, je m'arrête un petit moment parce que c'est un concept central de la pensée d'Arendt. Le monde, ce n'est pas la nature, ce n'est pas l'univers physique. Le monde, c'est quelque chose qui est fabriqué par les humains, c'est un lieu de séjour, l'artifice humain, comme le dit Hannah Arendt régulièrement. Le monde a une dimension historique. Il est toujours plus ancien que nous. Il nous accueille à notre naissance et quand nous mourrons, nous le laissons et il continuera après nous. Et c'est aussi le monde qui est commun à tous et c'est donc le monde qui rend possible l'action. C'est l'espace public qui rend possible l'action. Hannah Arendt insiste beaucoup sur
cette idée de monde et sur l'idée que la transmission, c'est fondamentalement la transmission du monde aux nouvelles générations. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que cette transmission, elle pourrait très bien se faire par des méthodes non transmissives. Je reprends, si vous le voulez bien, la distinction entre les questions pédagogiques et les questions politiques. La question des méthodes, c'est la question pédagogique. Mais ce qui compte ici, c'est de rappeler que, quelles que soient les méthodes, qu'elles soient transmissives ou non transmissives, il y a dans l'éducation cette part fondamentale qui est la transmission du monde humain aux nouvelles générations. Voilà. Merci. On comprend effectivement dans ce que vous dites en quoi l'éducation est un élément de résistance, comme vous l'avez dit en introduction. Euh, il faudrait peut-être le repréciser, mais on comprend quelle place cette réflexion prend dans l'œuvre d'Hannah Arendt. Et Alors, du coup, Véronique, oui, si je peux me permettre de rajouter un point, allez-y. parce que je pense que c'est le moment de le faire, notamment par rapport à ce que Jean-Claude Poisat disait précédemment sur la notion de crise, hein, et sur l'idée de la crise de l'éducation. Le concept de crise qu'utilise Hannah Arendt, ce n'est pas le concept intuitif de l'idée d'un dysfonctionnement des pratiques ou des institutions. C'est un concept qui vient de la médecine de l'Antiquité. C'est un concept qui vient de la médecine d'Hippocrate, qui désigne dans l'évolution d'une maladie le moment où la maladie pourrait s'orienter soit vers le pire, soit vers la guérison. Et la situation de crise pour Hannah Arendt, c'est celle-là, hein, celle dans laquelle nous nous trouvons dans la brèche entre le passé et le futur, avec l'idée que le moment de la crise, c'est le moment où on peut agir. Hein. Dans la maladie, le médecin, qui est fort du kairos suffisant, voit le moment où il peut agir. Et dans l'éducation, c'est pareil. Comme dit Hannah Arendt, la crise de l'éducation, c'est une situation où nous avons perdu les réponses aux questions que nous nous posions et qui étaient devenues inconscientes. Et donc, la perte des réponses, je retrouve ce que disait Jean-Claude Poisat ici, présente cet avantage qu'on a la possibilité de redécouvrir les questions. Et la notion de crise, c'est justement ça, c'est l'opportunité de redécouvrir les questions et d'apporter des nouvelles réponses à ces questions qu'on redécouvre. Voilà ce que je voulais me permettre d'ajouter en complément sur ce concept de crise qui est un concept central, effectivement, chez nous. Et donc on comprend effectivement que la crise permet ou peut-être oblige à une forme de refondation. Alors, On peut citer vous savez, la fameuse phrase que Heidegger aimait à citer et que Arendt reprend aussi, là où croit le plus grand danger, croit aussi ce qui sauve. Donc cette phrase poétique, effectivement, c'est cette idée-là aussi, c'est-à-dire dans cette situation de danger, d'incertitude et de questionnement où nous sommes, nous avons effectivement l'occasion, je dirais l'opportunité, mais j'aime pas tellement ce mot, et puis c'est un anglicisme, mais enfin nous avons la possibilité qui s'ouvre à nouveau de commencer quelque chose de nouveau précisément, et ça c'est un concept essentiel chez Arendt, le commencement, la nouveauté, et c'est à relier aussi avec le concept de natalité dont peut-être on parlera tout à l'heure. donc la crise forme des brèches. Alors, est-ce qu'on peut le dire de la crise de l'autorité, Jean-Claude? D'abord, quelle est la définition de l'autorité pour Arendt dans le texte dans lequel elle réfléchit sur la crise de l'autorité? Comment interprète-t-elle la société moderne américaine de ce point de vue? Alors, peut-être que d'ailleurs sa réflexion n'est pas limitée à son expérience immédiate des années 50. Est-ce que vous pourriez aussi développer ce qu'elle met en place autour de des notions comment dire, américaines et européennes de égalité, liberté, quand elle articule un couple autorité-pouvoir ou persuasion-discussion. Donc revenons à cette crise de l'autorité. Encore une fois, beaucoup de questions. Il y a des questions à tiroir dans tout ce que vous dites, donc je ne sais pas si je pourrais répondre à tout en même temps. Mais si on centre sur la question de l'autorité, alors effectivement, l'autorité, bon, pour dire les choses un peu rapidement et brutalement, je dirais l'autorité est liée à la notion de hiérarchie, bon, très clairement.
Et Hannah Arendt le dit, et elle dit l'autorité, c'est au fond l'acceptation d'une hiérarchie dans laquelle ceux qui commandent et ceux qui obéissent eh bien, acceptent tous cet ordre hiérarchique sans le contester. Bon. Elle relie l'autorité avec les concepts de tradition et de religion. Enfin, je ne vais pas développer ce point, mais elle explique évidemment l'origine romaine en fait de ces concepts, ce qu'elle appelle la triade romaine. Et ces trois concepts sont étroitement liés eux-mêmes au concept de fondation. La fondation de la cité romaine eh bien, va donner naissance en fait à ces concepts. Donc la tradition, c'est la transmission, hein, tradere en latin, ou transmettre. L'autorité, ça vient de augere, qui veut dire augmenter. Donc l'autoritas, c'est le fait que plus on avance dans le temps et plus les choses du passé acquièrent un certain prestige, si vous voulez, et une certaine valeur. C'est-à-dire que le temps va augmenter le prestige et la valeur de la fondation originaire, par exemple, de la cité. Et puis la religion, religio, alors vous savez, avec la double étymologie, ce qui relie, eh bien, permet d'assurer la cohésion de la société autour des valeurs, justement, de la tradition et de l'autorité. Bon. Mais Arendt nous dit ces concepts romains ont joué un rôle très important, puisque dans la mesure où notre culture occidentale est une culture largement influencée par par une tradition précisément gréco-romaine. Donc ces concepts ont joué un rôle très important. Ils ont été relayés aussi, nous dit Arendt, si je puis dire, par la médiation de l'Église catholique, qui a repris à son compte en partie les concepts juridico-politiques romains et qui les a transmis au monde barbare, au monde européen, et qui les a transmis durant le Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne ou à l'orée des temps modernes. Bon. Seulement, dit Arendt, justement, ces concepts d'autorité, nous avons gardé d'une certaine manière un rapport avec eux, un rapport un peu lointain et un petit peu compliqué, et en même temps, ils ne sont plus réellement opérationnels et effectifs, et ils ne peuvent absolument pas l'être dans un monde moderne qui est, là aussi, je vais dire les choses de manière un peu brutale et massive, mais enfin, le monde moderne, au fond, est un monde qui tend vers une organisation, disons, démocratique de la société, c'est-à-dire une organisation égalitaire de la société. Donc, si vous voulez, pour dire les choses de manière très schématique, l'autorité nous relie ou nous renvoie à la notion de hiérarchie. Le monde moderne, lui, qui tend vers la démocratie, nous renvoie à la notion d'égalité. Donc, il y a évidemment une incompatibilité, si je puis dire, entre ces deux notions, et a fortiori, je dirais, aux États-Unis, où Hannah Arendt insiste beaucoup, précisément aussi dans cet article, pour dire que c'est le pays de l'égalité. Et c'est précisément le pays qui veut effacer toutes les hiérarchies, y compris les hiérarchies donc, traditionnelles, celles qui font que les parents peuvent avoir autorité sur les enfants, que les professeurs peuvent avoir autorité sur leurs élèves, ou que les politiques peuvent avoir autorité sur la société qu'ils sont censés diriger et gouverner. Donc, l'égalité démocratique, alors il y a derrière ça, on entend aussi la petite musique tocquevillienne, hein, c'est-à-dire la passion de l'égalité tend à effacer toutes les hiérarchies et donc ruine les relations d'autorité. Donc l'autorité n'est plus opérationnelle, si je puis dire, n'est plus effective et ne permet plus de fonder les rapports sociaux, ni les rapports familiaux, ni les rapports éducatifs, ni même les rapports politiques. C'est-à-dire, voilà, plus aucune autorité, au fond, n'est respectée, ou du moins, dit-elle, toute autorité est contestée, mais contestée dans son principe. C'est-à-dire que ce qu'on conteste, ce n'est pas les personnes qui exercent l'autorité, c'est le principe même de l'autorité qui est contesté. C'est-à-dire le principe même que des individus aient le droit de commander à d'autres individus et de leur faire faire un certain nombre de choses, bon, ce qui est la base même de l'autorité selon Arendt. Alors, l'autorité, elle la distingue spécifiquement de deux autres notions qui sont la violence et la persuasion. Il dit l'autorité, précisément, quand on a de l'autorité, alors, le grand avantage de l'autorité, c'est que ça permet de faire des choses à des gens sans avoir besoin de les forcer, de les violenter ou de les manipuler, si vous voulez. Donc, et Hannah Arendt nous dit la relation éducative, d'une certaine manière, ne peut pas ne pas se fonder sur une relation d'autorité, c'est-à-dire il faut que l'élève accepte d'une certaine manière d'obéir à son professeur, ou en tout cas de le suivre et de lui faire confiance aussi, et de croire que son professeur va le guider vers des apprentissages qui seront utiles et intéressants pour lui. Mais en même temps, dans le monde moderne égalitaire, et notamment dans cette société américaine que Hannah Arendt décrit, eh bien, l'autorité des professeurs, elle est contestée au nom précisément des valeurs d'égalité. Donc, ce qui rend la relation éducative évidemment compliquée, problématique de ce point de vue. Alors, à partir de là, on a deux autres options qui sont
si je puis dire, l'usage de la violence, enfin du moins de la force, hein, mais enfin imposer quelque chose de force à quelqu'un contre sa volonté, c'est une forme de violence. Alors on peut parler de violence symbolique ou de violence physique. Évidemment, ça n'est pas une option éducative, bien entendu, mais Hannah Arendt dit par défaut, quand l'autorité fait défaut, justement, eh bien, on peut être tenté d'avoir recours à la violence. Donc la violence, c'est l'antithèse précisément de l'autorité. Et puis d'autre part, l'autre option, c'est la persuasion. Alors la persuasion, c'est-à-dire, alors, c'est l'usage de la rhétorique, donc c'est-à-dire, alors on peut penser, c'est le païtein grec, c'est-à-dire c'est effectivement faire admettre à quelqu'un des idées ou le faire adhérer à un certain nombre de préceptes ou d'idées par des moyens rhétoriques, c'est-à-dire au fond par une forme de manipulation grâce au discours, un discours un petit peu manipulateur, si on s'en tient à la conception de la rhétorique telle que nous la présente Platon. Et Hannah Arendt reprend en partie cette conception un petit peu péjorative. La persuasion, c'est d'une certaine manière toujours un petit peu aussi une forme de manipulation. Et donc, là aussi, Arendt, enfin, pour Hannah Arendt, elle évoque elle-même ce qu'elle appelle le pathos. Elle évoque dans son texte le pathos rhétorique et émotionnel qui est parfois utilisé comme palliatif finalement dans l'éducation. Il y a une emphase qui est mise justement sur les valeurs éducatives, sur l'importance de l'éducation, etc. Mais elle dit tout ça, je cite, une rhétorique émotionnelle et morale qui s'offre comme un palliatif à la faillite de l'autorité, mais qui en réalité ne peut pas réellement se substituer non plus à l'autorité. Donc on se retrouve encore une fois dans ce double bind dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on ne peut pas ne pas avoir recours à la notion d'autorité pour penser l'éducation, et en même temps, cette notion d'autorité n'est pas effective ou opérationnelle dans une société qui est fondamentalement égalitaire, comme la société américaine, et qui tend à contester justement toute forme et tout exercice de l'autorité dans tous les secteurs, dans tous les domaines de la société. Voilà ce que je peux dire. Merci. Je pense que ce qui est important, c'est cette analyse de la complexité de la pensée d'Hannah Arendt que vous nous proposez et qui, en complément de ce que Philippe Forêt a dit sur l'éducation, montre qu'il ne s'agit pas d'une forme simpliste de revendication de l'autorité. Et j'en viens au dernier temps de votre… Véronique, Oui, Philippe, si je peux rajouter quelque chose sur bien la sûr. question de l'autorité, je pense que c'est bien de le faire maintenant parce que je crois pouvoir bien m'inscrire dans la continuité de ce que vient de dire Jean-Claude Poisat. Dans le domaine de l'éducation proprement dite, effectivement, l'autorité pose problème et en même temps, elle ne peut pas ne pas être présente. Alors là encore, dans les discussions publiques sur l'autorité, on a deux positions. On a assez proche des modernes et des pédagogues ceux qui critiquent l'autorité comme violence, comme domination, comme coercition, etc. Ils sont mentionnés dans l'article. C'est ceux qui considèrent les enfants comme une minorité opprimée qu'il faudrait libérer de la domination des adultes. Et puis d'un autre côté, il y a les traditionalistes, ceux qui, au contraire, voudraient la restauration d'une autorité qui, entre guillemets, a fait ses preuves, etc. Je ne crois pas, là, pour le coup, que Arendt, je suis même sûr que Arendt ne se situe pas de ce deuxième côté, puisqu'elle prend la peine d'expliciter le fait que, à son avis, il ne servirait à rien de revenir en arrière. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans l'article. Et c'est ce qu'on disait sur la crise de l'éducation tout à l'heure. La crise de l'éducation nous fait retrouver les questions et nous oblige à trouver des nouvelles réponses. Et donc, revenir en arrière ne servirait à rien. Alors, ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, moi, c'est que je pense que dans son article sur la crise de l'éducation, Hannah Arendt introduit un autre concept de l'autorité qui reprend en partie, pour l'essentiel même, le concept traditionnel que Jean-Claude Poisat a mentionné tout à l'heure. Mais là, je voudrais le relier à la notion de monde.
Elle dit en particulier la chose suivante qui est, je crois, très importante sur l'autorité, c'est que pour un enseignant, l'autorité est précisément ce qui lui permet de ne pas être autoritaire. Alors ça, c'est quand même une affirmation importante. Grâce à l'autorité, on peut ne pas être autoritaire. Et elle prend le soin de bien distinguer l'autorité d'un côté et la coercition, autrement dit la force, voire la violence de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'elle entend du coup par autorité éducative dans cet article sur la crise de l'éducation? J'ai toujours trouvé que ce n'était pas intuitivement très évident. Ça n'est pas une forme de pouvoir, c'est sûr, hein, ça n'est pas une attitude de commandement, de domination, de sévérité. Mais si je reprends l'idée que j'ai développée précédemment de l'éducation comme transmission du monde, je dirais que l'autorité de l'enseignant, de l'éducateur, c'est l'attitude de l'éducateur qui conçoit précisément l'éducation de cette façon. Hannah Arendt écrit que l'autorité, c'est le fait d'assumer la responsabilité du monde, c'est se concevoir comme représentant du monde devant les nouvelles générations. Donc moi, ça m'intéresse parce que de la même façon que le concept de transmission, à mon avis, doit être lié au concept de monde, c'est pareil ici. Je pense que le concept d'autorité doit être lié au concept de monde. Au fond, l'autorité, je dirais que c'est l'attitude de l'éducateur qui parle au nom du monde et qui s'appuie sur cette conception du monde humain. Alors, on voit bien qu'en ce sens-là, l'autorité n'a pas besoin d'être autoritaire. La parole d'autorité n'est pas du tout une parole de commandement, c'est une parole assertorique. En fait. C'est une manière de dire aux enfants ce qu'est le monde humain. Et donc, c'est parler au nom du passé, puisque le monde est toujours plus ancien. Hein. Le monde a une historicité qui compte. Et bien sûr, la parole d'autorité est une parole qui s'appuie sur le passé, ce par quoi, me semble-t-il, on retrouve dans le domaine proprement éducatif le concept politique de l'autorité que Jean-Claude Poisat venait précisément d'exposer. Puisque l'éducation n'est pas seulement une affaire de pédagogie, mais de politique, comme vous l'avez dit l'un et l'autre. Merci pour ces précisions, Philippe Forêt. Et donc, on en vient d'une certaine manière, on a presque déjà entamé le 5e temps et le dernier temps de votre dialogue, de votre entretien autour de la crise de l'éducation, la crise de l'autorité chez Hannah Arendt. Et je voudrais vous proposer de parler du refus du consentement et d'une certaine manière de revenir au but de l'éducation. Dans son livre « Eichmann à Jérusalem », Hannah Arendt dit que la leçon de ces histoires est simple et à la portée de tous. Elle est que la plupart des gens s'inclinent devant la terreur, mais que certains ne s'inclinent pas. Alors, ça pose une question. Est-ce que le but de l'éducation, c'est de créer les conditions de cette capacité à ne pas s'incliner, de créer les conditions de la liberté humaine, ou pour le dire autrement, en reprenant une autre citation de Hannah Arendt, de préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant. Alors, Philippe Forêt, est-ce que vous pourriez revenir sur ce but de l'éducation? Volontiers, alors je vais le faire dans la continuité de ce que j'ai dit jusqu'à présent. En insistant sur l'importance du concept de monde dans la réflexion éducative d'Hannah Arendt. Je le fais parce que je voudrais commencer par rappeler que l'article sur la crise de l'éducation est écrit en 1958, c'est-à-dire exactement la même année où paraît la condition de l'homme moderne. Et donc, c'est évident qu'il y a un lien, ou plus exactement, la crise de l'éducation, l'article sur l'éducation est directement en lien avec les concepts de la condition de l'homme moderne. Or, le concept de monde est un concept central de l'ouvrage de 1958, et notamment par opposition à un autre concept qui est le concept de vie.
Or, il est tout à fait significatif que dans l'article sur la crise de l'éducation, on retrouve cette opposition entre la vie et le monde. C'est au début de la troisième partie de l'article. Hannah Arendt parle de l'enfant et elle nous dit, dans l'éducation, l'enfant se présente à nous sous un double aspect. D'un côté, il apparaît comme un être vivant, et d'un autre côté, il apparaît comme appartenant à un monde. Alors, en tant que l'éducation concerne l'enfant en tant qu'être vivant, elle a un nom, c'est le développement. C'est l'éducation de la nature dont parlait Rousseau, par exemple. Et ici, l'objectif de l'éducation, le but de l'éducation, c'est de permettre à l'enfant de grandir, de développer ses capacités intellectuelles, sociales, morales, etc. Et c'est d'ailleurs, et ça n'est pas un hasard, si c'est principalement sur cet aspect de l'éducation que depuis Rousseau, les pédagogues insistent. On insiste sur l'éducation en tant que développement. Je voudrais ajouter que dans cette manière de voir, ou dans cette partie, l'autorité n'est pas requise. On n'a pas tellement besoin d'autorité, et c'est la raison pour laquelle les pédagogues critiquent souvent l'autorité. Ce dont on a besoin, c'est plutôt d'une sorte de compagnonnage, en fait. Un accompagnement. L'adulte accompagne l'enfant dans son développement, et rien n'empêche de recourir à la persuasion dont il a été question précédemment. Le propos d'Hannah Arendt n'est pas de récuser cette part de l'éducation qu'elle constate comme un fait, mais il consiste à nous dire qu'il y a une seconde partie de l'éducation qui est l'apprentissage du monde. Et pour cette seconde partie, le développement ne suffit pas. Pourquoi? Parce que le monde est fabriqué par les humains, et donc, il ne peut pas être découvert par le biais du simple développement. Avec le développement, l'enfant découvre son environnement immédiat, son environnement familial, social. Il ne va pas jusqu'à la découverte du monde. Et c'est donc parce qu'il y a un monde qu'on a besoin d'une transmission. La notion de transmission qui est critiquée du côté des pédagogues devient entièrement légitime à partir du moment où on conçoit l'éducation, le but de l'éducation, comme un apprentissage du monde. Alors maintenant, je vais aller vite parce que Jean-Claude Poisan en a beaucoup parlé. Le propre des sociétés modernes, tel que Hannah Arendt l'analyse dans Conditions de l'homme moderne, c'est cette situation critique qui fait que les exigences de la vie tendent à prendre toute la place, et notamment au détriment de celles qui concernent l'édification du monde commun. C'est ce qui se passe pour elle dans l'éducation. Ça se passe en dernier, parce que l'éducation, c'est le domaine pré-politique par excellence. Mais le triomphe de la pédagogie moderne pour Hannah Arendt est révélateur pour elle de cette évolution qui fait que la prise en compte de l'enfant comme être vivant tend à prendre la place de la prise en compte de l'enfant comme partie prenante d'un monde humain. Et au fond, moi, je dirais que ce qu'elle veut nous rappeler dans son article, c'est de dire n'oublions pas plutôt, parce qu'elle s'adresse à nous collectivement, que l'éducation ne se réduit pas au développement et à l'adaptation à la vie, qu'elle comprend une part essentielle qui est une part essentielle de transmission du monde humain. Alors, si je peux me permettre, elle écrit, page 250, dans la conclusion de l'article, le rôle de l'école, c'est d'apprendre aux enfants ce qu'est le monde et non pas de les instruire dans l'art de vivre. Apprendre aux enfants ce qu'est le monde et non pas de les instruire dans l'art de vivre. C'est de cette façon que l'éducation peut contribuer au programme de résistance au totalitarisme. Le totalitarisme fait fond sur cette évolution des sociétés qui fait que le social prend la place du monde, que le social se constitue sous la forme d'une société de masse, que les préoccupations vitales des individus commencent à prendre toute la place, et la manière dont l'éducation peut contribuer à la résistance à cette évolution, c'est de se définir de manière résolue comme un apprentissage du monde. Effectivement, on est au cœur de cette question de la transmission. Merci
Philippe Forêt, et je vous passe la parole, Jean-Claude Poisat, toujours sur cette même question du but de l'éducation et de son articulation avec cette capacité, alors soit à entrer ou à devenir, partie du monde ou à ne pas consentir, heu, voilà, lorsque c'est la terreur qui s'impose. Est-ce que vous pourriez revenir sur, cet objectif de préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant? Oui, bah écoutez, je crois que c'est vraiment le point nodal, hein, c'est préserver ce qui est neuf dans chaque enfant. Je pense que c'est la clé effectivement de la réflexion d'Hannah Arendt. Alors, je voudrais revenir sur, effectivement sur le lien aussi avec le totalitarisme, hein, c'est-à-dire Hannah Arendt fait une remarque incidente aussi dans l'article. Elle dit tous les régimes totalitaires ont toujours cherché à contrôler, à contrôler la jeunesse. En fait, on créait des mouvements de jeunesse et on cherchait, et effectivement, contrôler la jeunesse, d'une certaine manière, c'est contrôler l'avenir. Donc, c'est essayer d'anticiper sur ce qui se passera dans le futur et c'est essayer d'avoir une emprise sur le futur, finalement. Et c'est précisément un trait totalitaire auquel Hannah Arendt est extrêmement sensible et c'est la raison pour laquelle, justement, elle s'oppose, si vous voulez, je dirais, à l'intrusion du politique dans l'école ou à la politisation de l'école et ou au fait de traiter les enfants comme des sortes de minorités opprimées qu'il faudrait émanciper. Enfin, toutes ces choses, au fond, elle les associe, si vous voulez, à des traits qui sont pour elle des traits du totalitarisme. Euh, ce qu'elle appelle l'embrigadement finalement de la jeunesse. Et vous avez, Philippe Forêt a cité tout à l'heure l'article sur, effectivement, de 1957 sur Little Rock. Donc, bon, c'est un petit peu un autre débat, je ne vais pas trop développer ce point. Et puis, c'est un texte extrêmement qui a fait beaucoup de débats et polémiques, comme beaucoup de publications d'Hannah Arendt, puisque ça portait sur, vous savez, le mouvement des droits civiques et le fait eh bien de faire entrer des élèves noirs dans des écoles blanches. Bon. Et Hannah Arendt a écrit un texte qui a pu sembler extrêmement choquant et polémique, puisqu'elle s'est, dans une certaine mesure, positionnée contre ces tentatives. Alors, évidemment, on a accusé Hannah Arendt d'être une abominable conservatrice ou réactionnaire, voire d'être raciste, d'être hostile à la cause des Noirs, et d'être une juive finalement insensible au sort des Noirs, alors qu'elle-même avait bénéficié finalement de l'accueil dans la société américaine. Elle refusait cet accueil, etc. Bon, enfin, je vous passe les détails de toute la polémique et de tout le procès qui lui a été fait. Mais je crois que sur ce point précis, ce que Hannah Arendt dénonce dans son article et ce qu'on va retrouver aussi dans l'article sur l'éducation rejoint cette idée que Hannah Arendt refuse absolument, et c'est ce qu'elle dit aussi, c'est qu'on utilise les enfants pour mener les combats politiques des adultes, si vous voulez. Elle a le sentiment qu'on instrumentalise les enfants pour, elle dit, non, je n'ai pas exactement la formule, mais enfin, elle dit, est-ce que nous manquons de courage pour nous cacher derrière des enfants? Et j'allais dire, les enfants sont presque des boucliers dont se servent les adultes pour mener leur propre guerre. Bon. Donc c'est ça, en fait, le point. Et pour elle, c'est un trait totalitaire. Tous les régimes totalitaires ont voulu contrôler l'avenir, et pour contrôler l'avenir, ils avaient eu conscience qu'il fallait contrôler l'esprit des enfants, et donc leur inculquer ce que Hannah Arendt appelle une idéologie. C'est-à-dire une idéologie, c'est un mode de pensée, si vous voulez, qui prétend contrôler l'histoire, c'est-à-dire à la fois le passé, le présent et l'avenir. C'est-à-dire tout peut s'expliquer dans une vision globale, globalisatrice, c'est ce qu'on appelle le sens de l'histoire, si vous voulez. Donc si le pouvoir politique est détenteur du sens de l'histoire, il sait d'où on vient, il sait où on va, il sait par quelles étapes on doit passer, et par conséquent, l'avenir est écrit d'avance. Et ça, c'est un trait fondamentale du totalitarisme. Donc, je reviens à la formule préserver ce qui est neuf dans chaque enfant. L'idée d'Hannah Arendt, c'est que précisément l'éducation doit faire exactement le contraire. C'est-à-dire non pas contrôler l'esprit des enfants, non pas leur inculquer une idéologie, non pas contrôler l'avenir en contrôlant l'esprit des enfants, mais faire exactement l'inverse, c'est-à-dire d'une certaine manière laisser. Alors, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on se dit, mais alors c'est la pédagogie du développement, il faut laisser les enfants se développer par eux-mêmes. Précisément non. Il faut, comme a dit Philippe Forêt, il faut faire entrer les enfants dans le monde, il faut leur donner la liberté. Mais qu'est-ce que c'est la liberté pour Hannah Arendt? C'est la liberté par rapport au monde. Mais on n'a pas de liberté par rapport au monde si on n'a pas une connaissance du monde. Autrement dit, il faut les instruire. Et c'est l'instruction qui est la condition de la liberté. Et le refus d'instruire est précisément
l'une des causes de la destruction de la liberté dans la société. Refuser d'instruire les enfants, c'est refuser de les laisser entrer dans le monde, et refuser de les laisser entrer dans le monde, c'est refuser de leur donner la liberté de se positionner par rapport au monde. Bien, donc la pédagogie du développement, d'une certaine manière, ne permet pas la liberté aux yeux d'Arendt parce qu'elle ne permet pas aux enfants d'entrer dans le monde, mais elle va au contraire les laisser, entre guillemets, s'épanouir selon un mode de développement qui est un développement organique, vital, biologique, mais qui ne fait pas accéder au monde. Et je terminerai par le point, en reprenant le point qu'a évoqué Philippe Forêt à juste titre tout à l'heure, c'est la distinction entre la vie et le monde. La zoé et le cosmos, les concepts grecs, c'est-à-dire la pédagogie du développement, ou du moins une certaine pédagogie du développement. Alors évidemment, il faut éviter les caricatures et les simplifications. John Dewey est un pédagogue qui a lui-même beaucoup analysé et réfléchi sur ces questions et qui a su faire aussi un certain nombre de distinctions. Mais disons, une certaine pédagogie du développement qui serait d'inspiration rousseauiste, qui serait d'inspiration, disons, naturaliste, si vous voulez, je dirais vitaliste, c'est-à-dire qui consisterait au fond à dire que le but de l'école, c'est de permettre le développement des enfants, comme le but du jardinier est de permettre le développement et l'épanouissement des plantes. Hannah Arendt cite d'ailleurs les fameux jardins d'enfants. Il dit voilà, l'école devient une espèce de jardin d'enfants, on cultive des enfants comme on cultive des plantes, mais ça, c'est permettre l'épanouissement de la vie. Ce n'est pas faire accéder les enfants au monde qui est aussi le monde des adultes. Et moi, je dirais simplement, si vous voulez, c'est la différence qu'il y a entre éduquer et instruire. L'éducation, effectivement, c'est apporter les règles du savoir-vivre, c'est s'insérer dans la société, c'est devenir, effectivement, c'est le devenir, hein, c'est devenir homme, mais au sens du devenir quasiment biologique, alors que l'instruction, c'est l'acquisition des savoirs, c'est l'accès à la connaissance des œuvres de l'esprit, c'est-à-dire les fameux artifices humains qui constituent le monde, et ce monde est plus ancien que les nouveaux venus, au néoi, comme dit Hannah Arendt, donc les Grecs appelaient les enfants les nouveaux, ceux qui arrivent. Or, ils arrivent dans un monde qui est plus ancien qu'eux. Et le but de l'instruction, c'est de faire accéder ces enfants à ce monde qui est plus ancien qu'eux, de manière à ce qu'ils puissent se positionner par rapport à lui et à ce qu'ils puissent justement agir librement et introduire des éléments de nouveauté. Et donc, les buts de l'éducation, c'est de préserver ce qu'Hannah Arendt appelle la condition de la natalité. La natalité, c'est le fait du commencement. C'est le fait de la nouveauté. Il y a de la nouveauté dans le monde. Mais la nouveauté n'est possible que par, j'allais dire, l'instruction, c'est en quelque sorte une seconde naissance. Il y a la naissance biologique, celle qui nous fait entrer dans le monde de la vie. L'instruction, c'est la naissance à la vie d'homme qui nous fait accéder au monde, qui nous fait accéder aux œuvres de l'esprit, aux œuvres de l'art, de la culture. Et cette seconde naissance que permet l'école, eh bien, elle rend hommage, je dirais, à cette condition de natalité qu'évoque Hannah Arendt et qui n'a rien à voir avec la naissance au sens simplement biologique. Donc, si vous me permettez un dernier mot, je pense que le fond de cette affaire est à la fois philosophique et je dirais même plus théologique, ou j'oserais dire ontothéologique, c'est-à-dire qu'il y a chez Hannah Arendt un refus profond de ce que j'appellerais, pour faire simple, le vitalisme, dont les ramifications et les prolongements se retrouvent dans un certain pragmatisme, dans une certaine pédagogie du développement, c'est-à-dire à l'idée au fond que la culture est une fonction de la vie. Alors pour Hannah Arendt, justement, il y a un refus de cela. La culture n'est pas une fonction de la vie. Il y a chez Hannah Arendt, si vous voulez, un profond dualisme. Le monde de la vie n'est pas le monde de la culture. La vie n'est pas ce que Arendt appelle le monde. Ce sont j'allais dire, deux univers parallèles ou superposés. Et le but de l'école est de faire accéder les enfants en tant qu'êtres biologiques en devenir au monde supérieur, si j'ose dire, le monde des adultes, qui est le monde de la culture et qui se superpose au monde de la vie, mais qui est distinct du monde de la vie. Il y a un dualisme, si vous voulez, chez Hannah Arendt, dualisme de la nature et de la culture, qui s'oppose aux tendances, je dirais, des sociétés modernes et des idéologies modernes qui sont un des traits communs finalement au pragmatisme de William James ou à la pédagogie développementaliste. Et j'oserais dire, hélas, peut-être aussi au mouvement totalitaire, c'est cette espèce de vitalisme qui consiste à dire que le but de la société, c'est l'épanouissement des forces vitales et que la culture n'est qu'un instrument parmi d'autres au service de cet épanouissement des forces de la vie. Ce vitalisme est pour Arendt le principal danger. Merci. Je ne sais pas si Philippe, vous souhaitez ajouter quelque chose. Moi, je veux. Pourquoi pas, je sais gré à la prise de parole de Jean-Claude Poisat. Je pense que, en particulier sur cette opposition
dualisme et d'un monisme. Je pense que d'un point de vue philosophique, on arrive ici à un niveau où on pourrait vraiment très bien confronter la pensée de John Dewey. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est quand même un monument de la philosophie d'éducation au XXe siècle qu'on ne peut pas traiter de façon simplificatrice, qu'il faut prendre avec toute sa complexité, et la pensée d'Hannah Arendt. Cette opposition entre monisme et dualisme philosophique est une bonne porte d'entrée, je pense, pour documenter une confrontation entre les pensées de Dewey et Arendt, confrontation qui n'a jamais d'ailleurs eu lieu de façon explicite. Hein. Et puis j'ajouterai un dernier point par rapport à tout ce qui a été dit. Je pense que Hannah Arendt a une forme d'optimisme par rapport à l'enfance. Hein. Le monde est toujours plus ancien. Les enfants, ce sont les nouveaux, hein, ceux qui ont la capacité de commencer quelque chose de nouveau. Et donc, effectivement, la pire des attitudes éducatives, ça serait celle qui consisterait à façonner les enfants au nom d'une conception de l'avenir, hein, au nom d'une idéologie, c'est-à-dire d'une conception de l'avenir. Et donc, la seule chose à faire, c'est de rendre possible cette liberté en préparant l'entrée des enfants dans le monde humain. Je- Et ensuite de faire confiance aux enfants devenus adultes pour renouveler un monde qui de toute façon que de toute façon nous ne pouvons pas prévoir. Hein. Le renouvellement du monde est imprévisible et donc croire que nous adultes nous pouvons façonner les enfants au nom de cet avenir-là, c'est une illusion contre laquelle nous devons. Je tiens à dire une petite parenthèse sur John Dewey que je connais assez mal, à vrai dire. J'ai un petit peu lu, évidemment, mais quand je parlais de pédagogie développementaliste ou des pédagogies modernes, je ne parle pas de John Dewey et je ne fais pas le procès de Dewey, pas du tout. D'abord, je ne le connais pas assez pour ça. Et puis, d'autre part, Hannah Arendt ne le vise pas, ne le cible pas dans son article. Donc, c'est effectivement, elle construit, disons, un certain modèle, finalement, de pédagogie, ce qu'on appelle la pédagogie moderne. Mais dans le détail, effectivement, cette pédagogie moderne, si j'ose dire, elle a des variétés très grandes. Et il y a des. Dewey, me semble-t-il, autant que je puisse en juger, a une réflexion effectivement extrêmement fine, élaborée sur les questions pédagogiques qui ne se réduisent pas du tout, disons, à des caricatures ou à des simplifications. Donc ça, c'est le point. Et deuxièmement, je voudrais juste dire, pour conclure mon propos de tout à l'heure, vous posez la question, qu'est-ce qui nous permet de résister au totalitarisme? Je vous dirais simplement, selon Hannah Arendt, ce qui permet de résister au totalitarisme, c'est la culture. C'est la culture, c'est la transmission culturelle. Parce que précisément, transmettre la culture, ça n'est pas vouloir façonner l'esprit des nouveaux, des jeunes, des enfants ou des élèves, en vue de les préparer à un monde dont on aurait déjà prédéterminé à l'avance ou prédéfini à l'avance le visage. La culture, c'est le contraire de l'idéologie. L'idéologie, c'est vouloir prendre le contrôle des esprits pour imposer un mode de pensée. La culture, au contraire, c'est donner accès à des œuvres de culture par rapport auxquelles on va pouvoir se positionner, si je puis dire, librement. Donc l'antithèse de l'idéologie et du totalitarisme, c'est la culture, la transmission culturelle. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Comme votre entretien touche à sa fin, je vous propose de laisser le dernier mot à Hannah Arendt. Je vais lire la dernière phrase de l'article sur la crise de l'éducation. C'est avec l'éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas prévu, mais les préparer d'avance à la tâche de renouveler un monde commun. Je vous remercie beaucoup, Philippe Forêt, Jean-Claude Poisat, pour cet Et entretien. à vous. J'espère qu'il passionnera les auditeurs autant qu'il nous a passionnés, nous, Myriam Pleine-Maison et moi-même, et qu'il leur donnera envie de lire les textes d'Hannah Arendt. Merci encore et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.